Qu'il s'agisse de rayons X, de rayons gamma ou de particules, les rayonnements ionisants pénètrent la matière vivante et lui transfèrent de l'énergie. C'est l'énergie absorbée par les organes qu'on appelle la dose qui peut entraîner des effets sur la santé. Elle s'exprime en joules par kilogramme, autrement dit en grés. L'échelle, qui va ici jusqu'à 10 grés, est divisée en très faible dose, moyenne et forte dose. Une dose d'environ 4 grés, soit 280 joules, peut causer le décès d'un homme de 70 kg. C'est très peu en termes d'énergie, puisque cela équivaut à allumer une ampoule de 100 watts pendant 3 secondes ou à boire 3 millilitres de thé à 60 degrés. Mais c'est beaucoup en termes d'irradiation. Cette contradiction s'explique par le fait que l'énergie est déposée au niveau des cellules. Dans la cellule, le rayonnement dégrade le matériel génétique en cassant la molécule d'ADN. La cellule possède des mécanismes de réparation très performants, mais qui peuvent être dépassés lorsque la quantité d'énergie est trop forte. Les lésions mal réparées conduisent alors soit à la mort de la cellule, soit à sa mutation. Une mort massive des cellules ne sera pas compensée par le renouvellement cellulaire et va entraîner la nécrose de tissus. Si l'irradiation est localisée, des effets comme la stérilité transitoire chez l'homme, la cataracte ou des brûlures de la peau apparaissent à partir d'une dose seuil. On note que chaque organe possède sa propre sensibilité au rayonnement ionisant. Si l'irradiation est délivrée au corps entier, on observe, selon la dose, des troubles sanguins, des atteintes des voies digestives ou des atteintes du cerveau. La dose à laquelle se produit le décès de 50% des personnes est d'environ 4 grés en l'absence de traitement. Ces effets sont précoces, à seuil, et leur gravité augmente avec la dose. Au niveau local, par exemple les testicules, une dose de 0,15 grés entraîne une stérilité transitoire et une dose de 6 grés, une stérilité définitive. Ces effets sont appelés déterministes car ils se produisent de manière certaine chez tous les sujets exposés. Les premiers effets déterministes s'observent aux alentours de 0,15 grés. Une cellule qui n'est pas morte, mais qui a muté, a un avenir incertain. Elle peut être repérée et éliminée par le système immunitaire ou survivre sans conséquence pour l'organisme. Elle peut également se transformer en cellule cancéreuse. Chez un individu exposé, rien ne permet de savoir s'il va développer un cancer. Et dans une population exposée, rien ne permet de savoir quel individu sera atteint. Ce sont des effets aléatoires ou stochastiques. On ne peut qu'estimer statistiquement le risque de voir l'effet se manifester. Pour évaluer ce risque, on utilise une unité dérivée du gré, le sievert, et son sous-multiple, le millisievert. Le sievert, qui est de même dimension que le gré, permet d'évaluer chez l'homme le risque d'apparition de cancer lié à toutes les sources d'exposition au rayonnement ionisant. Contrairement aux effets déterministes, les effets stochastiques sont tardifs, puisqu'ils apparaissent 3 à 4 ans après l'exposition pour les leucémies, 10 ans ou plus pour les cancers solides. Pour des doses supérieures à 100 millisievert, les effets stochastiques ont été mis en évidence grâce aux études épidémiologiques, notamment celles des survivants d'Hiroshima et Nagasaki. Ce n'est pas la gravité des cancers qui augmente avec la dose, mais leur fréquence. La probabilité de développer un cancer augmente avec la dose reçue de 0,5% tous les 100 millisievert. Autrement dit, la probabilité de développer un cancer augmente de 5% par sievert supplémentaire. En dessous de 100 millisievert, les effets stochastiques n'ont jamais été observés. Mais en l'absence de certitude scientifique, une attitude prudente conduit à faire comme s'ils existaient. C'est cette hypothèse qui fonde l'action en matière de radioprotection. Il existe de nombreuses sources d'exposition au rayonnement ionisant qui couvrent l'ensemble de l'échelle. Parmi celles auxquelles nous sommes soumis, nous allons en présenter 5. La Terre
est en permanence bombardée par des particules de haute énergie issues de l'activité du Soleil et de l'explosion d'étoiles lointaines. En pénétrant dans l'atmosphère, ces particules percutent les atomes d'oxygène et d'azote. Les produits de la collision heurtent à leur tour d'autres atomes, engendrant par cascade une gerbe de particules secondaires dont certaines parviennent jusqu'au sol. Chaque seconde, nous sommes traversés par une centaine de ces particules. La protection dont nous fait bénéficier l'atmosphère diminue rapidement avec l'altitude. L'exposition due au rayonnement cosmique est multipliée par 2 à 1500 mètres, par 4 à 3000 mètres et par 100 à 10 000 mètres. Lors d'un vol Paris-Tokyo aller-retour, qui dure environ 24 heures, soit une journée, le passager reçoit une exposition de l'ordre de 0,1 millisievert, à comparer à l'exposition d'un habitant vivant toute l'année à la montagne. La Terre renferme une grande quantité d'éléments radioactifs naturels, uranium, thorium, potassium, qui sont à l'origine de cette chaleur interne et l'entretiennent depuis la naissance de notre planète, il y a 4,5 milliards d'années. L'uranium, par exemple, est présent dans toutes les roches, et surtout les roches granitiques. En se désintégrant, il donne naissance à une famille radioactive qui va jusqu'au plomb stable. Parmi les descendants radioactifs de l'uranium, on trouve le radon. Signe caractéristique, c'est un gaz. Puisque c'est un gaz, il s'échappe, émane du sol et se concentre dans les maisons, d'autant plus qu'elles sont mieux isolées et peu ventilées. Nous respirons beaucoup plus de radon à l'intérieur des habitations qu'à l'extérieur. En France, l'exposition individuelle due au radon et à ses descendants est de l'ordre de 1 millisievert. La radiographie classique reste aujourd'hui le meilleur moyen pour voir les os et certains organes, mais elle n'offre qu'une vue plane sur laquelle les ombres des organes peuvent se confondre. Le scanner X, inventé dans les années 1970, permet de pallier cet inconvénient. C'est un émetteur de rayons X qui tourne dans un anneau. Le patient est allongé sur une table qui se déplace à l'intérieur de l'anneau. Le scanner balaye le corps par tranches successives. Les détecteurs renvoient des données qui sont traduites en images de grande précision. Le scanner est l'examen radiologique le plus irradiant. Il faut donc y recourir seulement quand il apporte une information utile par rapport au diagnostic classique. Par exemple, un scanner du bassin délivre une dose d'environ 10 millisievert à comparer à une radiographie du bassin ou du thorax. Après l'accident de la centrale de Fukushima, le 11 mars 2011, plusieurs dizaines de milliers de travailleurs sont intervenus. D'abord, pour assurer l'arrêt à froid des réacteurs en injectant de l'eau, ensuite pour assainir le site. Leur limite réglementaire d'exposition, qui est de 20 millisievert par an en situation normale, a été relevée à 100 millisievert pendant la situation d'urgence, avec un dépassement autorisé de 100 à 250 millisievert de mars à août 2011. Sur quelques 20 000 travailleurs, pour lesquels des résultats d'évaluation dosimétrique ont été fournis par l'opérateur TEPCO, environ 170 ont été exposés à une dose supérieure à 100 millisievert. Et parmi eux, quelques-uns ont reçu une dose supérieure à 250 millisievert, avec un maximum à 680 millisievert. Dans le domaine des fortes doses, il serait plus commode de parler en sievert plutôt qu'en millisievert. Mais en fait, on utilise l'autre unité de dose, le Gray. On l'emploie par exemple en radiothérapie pour traiter des cancers, le plus souvent grâce à des rayons X très énergétiques produits par des accélérateurs de particules. Pour atteindre une tumeur profonde,
le faisceau de rayonnement ne peut éviter de traverser les tissus sains. Pour les préserver, on irradie le plus souvent la tumeur par faisceaux convergents en faisant tourner la source autour du malade. Le volume à traiter est ainsi beaucoup plus irradié que les tissus voisins. On fractionne également l'irradiation en plusieurs séances en utilisant le fait que les cellules cancéreuses sont plus sensibles au rayonnement que les cellules normales. Entre chaque séance, les lésions ont le temps de se réparer dans les tissus sains alors qu'elles s'accumulent dans les tissus malades. Lors d'une séance, une radiothérapie classique délivre une dose totale de l'ordre de degrés. Un facteur important qui n'apparaît pas sur cette échelle pour juger de la gravité d'une irradiation est sa durée, très variable dans les exemples présentés. Quelques heures pour un voyage en avion, une année pour l'inhalation de radon, quelques secondes pour un scanner ou quelques minutes pour une séance de radiothérapie, quelques semaines pour les intervenants de l'accident de Fukushima. La durée d'exposition est un facteur important, car elle influe sur les capacités de réparation des lésions par l'organisme. Mais deux théories s'opposent sur l'étalement de l'exposition. Pour les uns, il est favorable, car il donne du temps à l'organisme pour réparer. Pour les autres, il est défavorable, car un organisme sollicité en permanence finit par s'épuiser et devenir moins performant pour réparer. Nous n'avons pas parlé des installations industrielles qui sont des sources d'exposition artificielle. En situation normale, elles délivrent au public des doses très faibles, de l'ordre de 0,01 millisievert. Pour ces installations, il existe des limites réglementaires. Au maximum, 1 millisievert par an pour le public et 20 millisievert par an pour les travailleurs. Ces limites, imposées aux exploitants afin de minimiser au maximum leur rejet, peuvent être relevées en cas d'accident, comme nous l'avons vu pour Fukushima.